Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'estimation ou comment utiliser un intervalle de confiance. Alors le principe est le suivant. Dans une population, on ignore la proportion P ayant un certain caractère C. Pour des raisons de faisabilité, on ne peut pas étudier toute la population parce que la population est trop importante. Par exemple, ça peut être à la sortie d'une usine, voir si jamais des pièces ont un défaut. Or, pour voir si elles ont un défaut, il faut les détruire. Donc il est bien sûr hors de question de tester toutes les pièces de l'usine. À partir d'un échantillon sélectionné aléatoirement dans la population, on va déterminer un intervalle correspondant à un niveau de confiance dans lequel la proportion devrait se trouver. Donc nous allons commencer par la notion d'intervalle de confiance au niveau de confiance 0,95. Théorème. Soit xn une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, où p est la proportion inconnue d'apparition d'un caractère. Soit f indice n, qui est égal à xn divisé par n, donc la fréquence associée à xn. Alors pour n suffisamment grand, le nombre petit p, la proportion que l'on recherche, appartient à l'intervalle f indice n moins 1 sur racine carrée de n, f indice n plus 1 sur racine carrée de n, avec une probabilité supérieure ou égale à 0,95. Donc si l'on ne connaît pas la proportion p, on sait cependant que p est compris entre f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n, avec f la fréquence d'apparition de notre caractère. Démonstration de la propriété. On a vu précédemment que l'intervalle de fluctuation asymptotique, p moins 1,96 racine de p1 moins p sur racine de n et p plus 1,96 racine de p1 moins p sur racine de n, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, obtenu par la loi normale, donc l'intervalle asymptotique, est inclus dans l'intervalle p moins 1 sur racine carrée de n, p plus 1 sur racine carrée de n, qui est celui qui est vu au programme de seconde. Or, d'après le théorème de l'intervalle de fluctuation asymptotique, la probabilité que xn sur n, donc f indice n, appartienne à cet intervalle de fluctuation est de 0,95. Cet intervalle étant à l'intérieur de l'autre intervalle, la probabilité que f indice n appartienne à l'intervalle p-1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n est donc supérieure ou égale à 0,95. Or, le fait que f soit compris entre p-1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n, ça veut dire que la distance entre f et p est inférieure à 1 sur racine de n. Autrement dit que la valeur absolue de f indice n moins p est inférieure ou égale à 1 sur racine carrée de n. Et ce que l'on peut écrire aussi, qui est la distance entre p et f indice n. Donc p est compris entre f indice n moins 1 sur racine de n et f indice n plus 1 sur racine de n. On en déduit que la probabilité que P appartienne à l'intervalle Fn moins 1 sur racine de n et Fn plus 1 sur racine de n est égale à la probabilité que Fn soit entre P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n, et donc est supérieure à 0,95. Définition. Si f est la fréquence observée d'un caractère sur un échantillon de taille n, alors l'intervalle f moins 1 sur racine carrée de n et f plus 1 sur racine carrée de n est appelé intervalle de confiance de la proportion inconnue p avec un niveau de confiance 0,95. C'est l'intervalle que nous avons évoqué dans la propriété précédente. Nous avons vu tout à l'heure que nous utilisions le théorème de Moivre-Laplace pour avoir cet intervalle de fluctuation asymptotique. Donc il faut que n soit suffisamment grand pour pouvoir utiliser l'intervalle de confiance. Or, les conditions qu'on acceptera sont que n doit être supérieur ou égal à 30, que n fois f est supérieur à 5 et n fois 1 moins 1 est supérieur à 5. Ce sont les mêmes conditions que celles pour utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique, mis à part que pour l'intervalle de fluctuation asymptotique, les conditions sont sur n et p. Puisque l'autre c'est le contraire, on connaît p, on cherche f, alors que là, on connaît f et on cherche p. Exemple d'utilisation.
quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2002. Un sondage réalisé sur 989 personnes attribue 18% des voix pour le Parti socialiste avec Lionel Jospin et 14% des voix pour le Front national avec Jean-Marie Le Pen. On vous demande de déterminer l'intervalle de confiance au seuil de 95% pour chacun des deux candidats et on vous demande de l'arrondir au millième. Ensuite, au regard de ce sondage, pouvait-on prévoir l'ordre des candidats? Donc, on va regarder pour Lionel Jospin. La fréquence observée est de 18%, donc 0,18. Et l'échantillon est de taille 989. Donc, on a n qui est supérieur à 30. On a n fois f qui vaut 178 en gros, donc qui est supérieur à 5. Et n fois 1 moins f qui est lui aussi supérieur à 5. Donc l'intervalle de confiance au seuil de 95% pour une fréquence de 0,18 dans un échantillon de 989 est 0,18 moins 1 sur racine carrée de 989 et 0,18 plus 1 sur 989, c'est-à-dire que l'intervalle de confiance est de 0,148 et 0,212. Cela veut dire que la proportion de Français qui ont voté Lionel Jospin au premier tour est entre 0,148 et 0,212. En considérant que les personnes qui ont été sondées ne changeront pas d'avis d'ici le premier tour. Pour Jean-Marie Le Pen, on fait de même, donc la fréquence est de 0,14, donc n fois f est supérieur à 5 et n fois moins f est lui aussi supérieur à 5. Donc on estime que l'intervalle de confiance pour la fréquence, pour la proportion de personnes qui voteront au premier tour pour Jean-Marie Le Pen est entre 0,108 et 0,172. Au regard de ce sondage, pouvait-on prévoir l'ordre des candidats? Mais si on reproduit ici les intervalles, là on a l'intervalle, donc la fréquence de personnes qui devaient voter pour Lionel Jospin est, on a dit, entre 0,148 et 0,212, alors que pour Jean-Marie Le Pen a été entre 0,108 et 0,172. Et l'idée c'était, donc je vous rappelle qu'au premier tour, on retient les deux premiers candidats, donc le premier c'était à l'époque Jacques Chirac, et le deuxième, il fallait savoir si ce serait Lionel Jospin ou Jean-Marie Le Pen. Or, il est tout à fait possible que la fréquence de personnes, la proportion de personnes qui ont voté pour Jean-Marie Le Pen se situe par exemple par ici, et celle pour Lionel Jospin là, et donc il est tout à fait possible que le nombre de personnes qui voteront au final pour Lionel Jospin soit inférieur à celui pour Jean-Marie Le Pen. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque les sondages disaient 14% pour l'un et 18% pour l'autre, donc tout le monde considérait que ce serait Lionel Jospin qui passerait au second tour. Quand finalement les résultats sont tombés, beaucoup se sont proclamés que les sondages n'étaient pas fiables, des choses comme ça. C'est simplement parce que quand on fait un sondage comme ceci, il ne faut pas donner juste la proportion sondée, qu'on a obtenue, mais un intervalle de confiance. Et les intervalles de confiance, justement, au vu de la taille des échantillons, se chevauchaient, et parce qu'ils se chevauchaient, on ne pouvait pas savoir lequel passerait au deuxième tour. Et effectivement, c'est ce qu'ont donné les résultats. Donc on avait Jacques Chirac en premier avec 19,88% des voix, Jospin avec 16,18% des voix, donc 0,161 qui se trouve effectivement ici, et Jean-Marie Le Pen avec 16,86% des voix, donc 0,168 qui se trouve ici, toujours dans son intervalle de confiance, mais avec une valeur supérieure à celle de Lionel Jospin. Précision d'une estimation et taille de l'échantillon. Alors, donc, on a vu tout à l'heure que quand on fait une estimation comme ceci, on n'obtient pas une valeur, mais un intervalle. Et donc, si l'on veut préciser l'estimation, c'est-à-dire si l'on veut avoir une influence sur la taille de l'intervalle que l'on obtient, il faut donc jouer sur la valeur, la taille de l'échantillon. En effet, un intervalle de confiance au niveau 95% a pour amplitude 2 sur racine carrée de n.
Et plus la taille de l'échantillon est grande, c'est-à-dire plus n est grand, plus l'intervalle de confiance sera précis, c'est-à-dire plus l'amplitude sera petite. Démonstration de cette propriété. Si f est la fréquence observée d'un caractère sur un échantillon de taille n, alors l'intervalle de confiance au niveau 95%, c'est f moins 1 sur racine carrée de n, f plus 1 sur racine carrée de n, c'est le cours qui le dit. Donc l'amplitude de cet intervalle, c'est la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure de l'intervalle, c'est-à-dire f plus 1 sur racine de n moins f moins 1 sur racine de n. Autrement dit, f plus 1 sur racine carrée de n, moins f, ça simplifie, donc il reste 2 sur racine carrée de n. Donc voici l'amplitude de l'intervalle. Ensuite, on veut prouver que plus n augmente, plus l'amplitude diminue, autrement dit que cette fonction est décroissante. Or, la fonction qui a x associe 2 sur racine carrée de x a pour dérivée, alors si je dérive, c'est u' moins u' sur u carré, donc 2 fois dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, et racine carrée de x au carré, ça fait x. Donc après simplification, on obtient moins 1 sur x racine carrée de x. Or, x, en fait, c'est n, qui est un nombre antinaturel, donc x est positif. Et donc f' est négative pour tout x strictement positif. Donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est-à-dire que lorsque n augmente, alors 2 sur racine carrée de n diminue, et donc l'amplitude de l'intervalle diminue. Un exemple d'application. On expérimente un médicament permettant de faire baisser la tension artérielle et on décide de réaliser un test sur 2 groupes de 100 patients hypertendus. Le groupe B reçoit le médicament, le groupe A reçoit un placebo, c'est-à-dire un comprimé qui ressemble au premier mais qui ne contient aucun principe actif à l'intérieur, du sucre ou de l'eau. Dans le groupe A, 56 personnes ont vu leur tension baisser, alors que dans le groupe B, 65 personnes, elles, ont vu leur tension baisser. Alors, la question est, le médicament est-il efficace? Donc, procéder à une estimation de la proportion de personnes dont la tension baisse dans chaque groupe, à l'aide d'un intervalle de confiance de niveau 95%. Et peut-on écarter à ce stade l'hypothèse que les deux proportions sont en fait égales, c'est-à-dire que le médicament n'a pas d'effet propre, le médicament n'a pas plus d'effet que le placebo? Et enfin, quelle taille aurait dû avoir chacun des deux groupes pour pouvoir conclure à l'efficacité ou pas du médicament? Alors, dans le groupe A, 56 personnes ont vu leur tension baisser. Donc, on a la fréquence observée qui est de 56 sur 100, c'est-à-dire 0,56. Donc, l'intervalle de confiance, je vérifie d'abord que je peux l'utiliser. N est supérieur à 30, N fois F supérieur à 5, N fois 1 moins F supérieur à 5. Les conditions sont vérifiées. Donc, pour le groupe A, on obtient que la proportion de personnes guéries devrait se trouver entre 0,46 et 0,66. Pour le groupe B, idem. On a 65 personnes qui ont vu leur tension baisser, donc ça fait 0,65. Les hypothèses sont vérifiées. Donc l'intervalle de confiance au niveau 95% est égal à 0,55, 0,75. Donc la proportion de malades guéris est avec un niveau de confiance de 95% dans cet intervalle. Peut-on écarter à ce stade l'hypothèse que les deux proportions sont en fait égales? Alors, on a trouvé IA qui est entre 0,46 et 0,66, IB entre 0,55 et 0,75, donc je vous conseille clairement de représenter les deux intervalles pour y voir quelque chose. Et donc, on peut très bien avoir les deux fréquences qui sont dans cet intervalle entre 0,55 et 0,66 et qui ne sont donc pas comparables. Les deux intervalles ne sont pas disjoints, donc on ne peut pas écarter l'hypothèse que les deux proportions sont égales et que le médicament n'a pas d'effet propre. On pourrait même avoir la proportion de personnes guéries avec le placebo supérieure à la proportion de personnes guéries avec le traitement. Alors, quelle taille prendre pour nos échantillons pour que on puisse conclure à une efficacité ou non du médicament? Donc il faut déterminer n pour que les deux intervalles soient disjoints. Pour IA, on obtient 0,65 moins 1 sur racine de n, 0,65 plus 1 sur racine de n.
Pour IB, on obtient 0,65 moins 1 sur racine de n. Et 0,56 pardon, et 0,65, bref, voici les deux intervalles. On en déduit qu'il faut que les intervalles soient disjoints, donc cette valeur-là doit être strictement inférieure à celle-ci. Autrement dit, 0,56 plus 1 sur racine carrée de n doit être strictement inférieur à 0,65 moins 1 sur racine carrée de n, ce qui nous donne que 2 sur racine de n doit être inférieur à 0,09. La fonction inverse étant décroissante sur 0, on a donc obtenu que 2 sur racine carrée de n est inférieur à 0,09. Ensuite, je vais multiplier les deux membres de mon inégalité par racine carrée de n, puisque racine carrée de n est positif. Donc je ne change pas le sens de mon inégalité. Donc 2 est inférieur à 0,09 fois racine de n. Je divise les deux membres par 0,09. Donc j'obtiens que racine carrée de n est supérieure à 2 sur 0,09. Ensuite, je vais utiliser le fait que la fonction carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Donc je vais composer les deux membres de mon inégalité par la fonction carrée. Autrement dit, n va être supérieur à 2 sur 0,09 au carré, c'est-à-dire que n est supérieur à 493,8. Donc, si l'on veut avoir deux intervalles disjoints et donc pouvoir conclure sur l'efficacité du médicament, il faut que chaque groupe ait au moins 494 patients.